Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Contre-champ, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui décrypte les conditions de production de ce qui nous est donné à voir, lire ou entendre. Je suis comme chaque fois en compagnie d'Olivier Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des industries, des politiques culturelles on va dire, et plus particulièrement du cinéma, mais vous connaissez bien la musique aussi, ce qui tombe bien puisque nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Poubelle. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure les gens vont regarder cette vidéo, donc ça vaut. Mais on voit que vous êtes déjà un homme un peu de la soirée et de la nuit. Homme aussi aux donc 6 salles de spectacle, une soixantaine d'artistes, enfin bon, on va en discuter, mais alors d'habitude c'est simple, c'est que je dis mon invité et, enfin notre invité et je donne le métier. Là, qu'est-ce que je dis? Tourneur, producteur, diffuseur, qu'est-ce que ça veut dire? Gestionnaire de salle, vous êtes quoi? Je comptais un peu sur vous pour me le dire, j'étais curieux de savoir ce que vous allez dire. Non, je crois que je m'intéresse à la musique, aux pratiques culturelles, on va dire au sens assez large. Donc finalement, je multiplie les aventures en fonction des rencontres, de mes disponibilités, de mes moyens et de mes intérêts. Donc ça construit un panel assez singulier, effectivement, d'activités, tout axé dans le domaine de la culture et plutôt de la musique, même si je dirige avec Olivier Manté le Théâtre des Bouches du Nord. Il n'en reste pas moins que la raison derrière tout ça, elle est un peu relative. Enfin, la construction intellectuelle n'existe pas et la construction économique non plus. Ah bon, parce que là, on voudrait discuter de ça, parce que c'est vrai que là, vous avez, alors peut-être que les gens qui vont regarder cette émission ne vous connaissent pas votre nom, mais en tout cas, ils connaissent le nom de vos salles. Bon, particulièrement les Parisiens, puisqu'il y a le Bataclan, la Maroquinerie, les Bouffes du Nord, la Flèche d'Or et les Trois Baudets. Et qu'en plus, maintenant, vous avez pris aussi le Radiant, donc à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, enfin une participation. Voilà. Ça fait pas beaucoup, 6 salles? Ça fait beaucoup, mais ça fait moins que plusieurs boîtes de production. Donc j'ai envie de dire que les salles parisiennes, d'abord c'est une chose qu'on peut déléguer assez facilement. Et moi j'ai quand même une capacité à déléguer, voire certains me reprocheraient à me débarrasser de certains dossiers, mais en tout cas à déléguer. Donc j'ai à la tête d'un certain nombre de ces salles des gens de grande compétence, et puis parfois j'ai des associés, assez souvent même. Et il est quand même beaucoup plus facile de gérer les salles à deux que tout seul. Parce que le problème dont on parle là, c'est des problèmes de disponibilité, ce n'est pas des problèmes ni de compétences qui sont relatifs dans la gestion des salles, c'est vraiment un problème de disponibilité. Donc là, effectivement, il faut associer... Et précisément en termes de temporalité, comment ça s'organise? Parce que déjà, on sait que pour avoir une seule salle, on a déjà 3 moments dans sa journée, hein, le moment financier, gestionnaire, le moment artistique et le moment de la participation au spectacle, hein, de surveiller et accompagner ses artistes. Alors quand on en a 6, on se demande vraiment comment ça peut se passer, surtout quand on est à Paris et en province. Bon, moi, je vais pas trop à Lyon, bien évidemment, c'est maintenant un projet qui a été lancé, qui fonctionne très bien sans nous. Il faut quand même savoir que les salles parisiennes ont une spécificité pour la plupart d'entre elles, ce ne sont pas des lieux qui programment, ce sont des lieux qui se louent. Donc bien évidemment, le travail n'a rien à voir. On est comme ça en train de s'imaginer qu'à l'Olympia, il y a quelqu'un qui choisit des artistes. Pas du tout, vous l'appelez, vous louez l'Olympia. Si demain, Mediapart de faire une fête à l'Olympia, à moins que certaines personnes ils en font s'y souvent opposent, métier, vous louez l'Olympia, il n'y a aucun problème. Vous voulez louer la Maroquinerie, là vous serez en plus très bien accueillis. Ce n'est pas nécessairement le cas dans certains lieux. Mais en tout cas, c'est des salles qui se louent. Donc le travail essentiellement dans ces lieux, c'est un travail de gestion, c'est un travail technique, c'est un travail un peu de communication pour valoriser quand même les groupes qui viennent. Puis après, c'est une relation avec un producteur. Vous avez un planning, vous lui expliquez les conditions de travail, etc. Alors bien sûr, votre salle crée une identité, si vous le souhaitez, mais ou pas. C'est des salles qui accueillent n'importe qui, finalement, c'est un problème relatif. Après, il y a des salles qui ont des projets culturels, enfin, ça reste des lieux qu'on loue. Voilà. Et parfois, on est coproducteur, mais souvent, on loue. Donc le travail, il ne faut pas le surestimer non plus. Et là, on a parlé du travail de directeur de salle, mais vous avez aussi d'autres métiers, notamment celui de tourneur, qui est parallèle et peut-être symétrique. C'est pas parallèle, hein, c'est vraiment... Alors, le tourneur, vous pouvez déjà nous expliquer vraiment en quoi ça consiste? C'est un mot tellement inélégant que je serais reconnaissant d'employer le mot producteur de concert. Donc on est producteur de concert, ça veut dire qu'on est employeur des artistes et des techniciens qui sont sur scène, on détient les droits d'exploitation d'un spectacle. Soit qu'on a créé, soit qu'on fait simplement tourner voulant dire organiser des dates en province. Mais en musique, on est à peu près systématiquement producteur, ça veut dire qu'on crée les spectacles, on est toujours employeur, on n'est pas agent, et on produit aussi les dates parisiennes de façon à valoriser, etc. Et cela en collaboration soit avec les maisons de disques. Donc effectivement, je suis producteur et c'est mon premier métier. C'est parce que j'étais producteur que j'ai commencé à m'intéresser aux salles, les salles étant comprises pour moi comme un outil pour permettre un développement dans la durée, etc. Et plus de mes artistes, enfin de mes artistes, des artistes qui voulaient bien travailler avec moi. Et alors justement, vous pouvez nous en donner quelques noms de ces artistes? Oui, alors j'ai plusieurs structures de production. La première, qui est un peu à l'origine de tout, c'est une structure qui s'appelle Asterios, qui au départ a été créée pour travailler avec des conteurs, des gens qui racontent des histoires. D'où ce nom un peu singulier, mythologie grecque, etc., nom grec du Minotaure.
Donc Astério Spectacle a travaillé avec des conteurs, travaille toujours avec 2 conteurs, Yannick Jolin et Henri Gougaud, et puis a commencé à s'intéresser à la musique. Donc on a signé très vite Thomas Fersen, les Têtes Raides, après Delerme, Sanseverino, Cady, Olivier Ruiz, Escher. Donc plutôt la chanson française la chanson française, un peu par hasard, c'était pas trop ma culture, mais c'était les rencontres que j'ai faites, et puis c'était surtout une... J'étais quand même déjà assez âgé quand j'ai créé Astério. C'est des métiers où généralement on démarre à 20 ans, j'ai démarré à 35 ans. Et c'est des métiers où on démarre à 20 ans en étant passé par la scène souvent. Il y a beaucoup de gens qui sont reconvertis à bac plus 1 ou bac moins 2, moins 4 comme on dit. C'était un métier qui était très ouvert jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit que le profil des nouveaux producteurs est peut-être un peu en train de changer. Les écoles de commerce, là aussi, arrivent. Et des parcours un peu plus universitaires. Enfin, de toute façon, c'est des métiers faits par des gens passionnés par la musique. Ce qui n'était pas tout à fait mon cas. Moi, je suis arrivé un peu par hasard dans ce milieu. Et je me suis intéressé à la chanson française parce que c'est la chose peut-être que je comprenais le mieux. Et je ne me voyais pas à 35 ballets commencer à jouer au mec qui produit des rockers qui avaient déjà 10-15 ans de moins que moi. Tout ça me semblait un peu ridicule. Et donc je me suis dit que la chanson française ou les musiques du monde avaient du sens. Donc j'ai fait de la chanson française, mais ça va aujourd'hui. Je m'occupe de Kerry James, je m'occupe de Orelsan. On a un catalogue qui est très ouvert. Et puis à côté de ça, on fait des musiques du monde, avec une musique qui s'appelle Trois Pommes, où là ça va de Tina Arwen à... je sais rien, enfin beaucoup d'artistes, si je sais, mais enfin beaucoup d'artistes de musique du monde, Indy Zara, etc. Et puis on fait un peu de rap. Je suis associé avec un producteur qui s'appelle Eric Bellamy Diouma. Là on fait Youssoupha, etc., Black M, etc. Et est-ce qu'en plus des genres musicaux, il y a des genres d'artistes qui s'accompagnent différemment, puisque l'accompagnement est une notion un peu phare et étendard emblématique dans ces milieux-là? L'accompagnement, c'est un sujet compliqué. C'est vrai que c'est suivant les esthétiques, mais c'est aussi suivant les artistes. Il y a quand même des artistes qui sont assez peu demandeurs d'accompagnement, assez peu demandeurs de conseils. En plus, dans un milieu où on a vu arriver depuis quelques années des managers. Les managers sont un métier qui se justifie la plupart du temps, mais qui indiscutablement s'interpose entre le producteur et l'artiste. Donc je pense que les relations s'appauvrissent un peu. Mais il y a les artistes avec qui je travaille depuis un certain temps. Des relations assez régulières, de là à dire qu'elles sont amicales, c'est un terme que je n'emploierai pas. Dans ce métier, c'est un mot qu'il faut employer avec beaucoup de prudence, et surtout qui n'a aucune raison d'être employé. Ça ne correspond à aucune demande, ni de l'artiste, ni du producteur. On n'a pas de raison d'être amis. Voilà, je ne sais plus très bien quelle était la question. Et cet ensemble d'activités, vos différentes sociétés, donc Astérios, tout est regroupé dans une holding qui s'appelle le Jardin Imparfait, un joli nom, encore cultivé. On peut avoir une idée du chiffre d'affaires et des bénéfices? Alors le chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué parce que j'ai des actionnaires. Donc si je prends la partie qui vraiment dépend du Jardin Imparfait, donc en oubliant la partie qui dépend de mes associés, on va dire que c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Et le bénéfice, ça va être 3 ou 4%, voilà à peu près, suivant les années. Mais enfin, c'est pas des usines, comment peut-on dire? Ça ne rapporte pas énormément. Et ça rapporte très largement pour en vivre, dans mon cas, très correctement et surtout continuer à développer des projets. Donc on continue à développer, c'est-à-dire que tous les ans, on a des nouveaux projets, le dernier étant la reprise de Radio Néo. Donc vous voyez, je me lance... Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vos activités montrent que l'industrie musicale s'est complètement remise de la crise du disque? Alors moi, je suis dans l'industrie musicale, mais je suis dans le spectacle vivant, qui de toute façon a été touché de façon différente de l'industrie du disque, qui s'est pris de plein fouet, tout ce que vous savez, sur lequel ça a guère d'intérêt de revenir. Nous, je pense que c'est maintenant que c'est en train de se passer. C'est-à-dire que le disque a souffert, le disque s'est reconstruit, se reconstruit notamment sur une vision un peu plus globale de ce qu'est le spectacle, que ce qu'est la musique. Il s'intéresse à l'artiste en tant que marque, en tant qu'éditeur, en tant que producteur de disques, distributeur, et décline un peu tous les métiers. C'est une chose, c'est une nécessité, en tout cas à leurs yeux, qui n'était pas présente avant. Donc l'intérêt des maisons de disques pour le spectacle vivant est récent. Ça déstabilise un certain nombre de choses. Donc si crise il y a, de notre côté, elle ne sera pas dans la fréquentation des salles. Ça, c'est extrêmement compliqué à analyser, parce qu'il faudrait avoir une vision objective de la qualité des albums qui sortent, ce qu'on n'a pas. Et puis les festivals qui se multiplient. Il faut aussi l'analyse quand elle est purement quantitative de nos métiers. Mais le grand changement, il est dans les modèles économiques, puisqu'on passe d'un artisanat assez incroyable, qui est celui de notre métier, où les plus grosses boîtes avaient 15-20 salariés, à l'arrivée de financiers qui ont des fois, de façon assez pertinente, une nouvelle approche de nos métiers. Ça, les cartes sont vraiment en train d'être distribuées. Les maisons de disques participent à cette redistribution de par leur souhait de devenir acteurs du spectacle vivant. Aujourd'hui, la plupart des maisons de disques indépendantes ou gros labels, enfin majors, sont très intéressés par le spectacle vivant, développent des filiales, etc. Et puis à l'arrivée, bien sûr, de Fimalac, qui a
occupe maintenant une place essentielle dans notre activité, qui déstabilise un petit peu tout le monde, y compris parce que le projet à moyen terme de Fimalac est assez confus pour des gens comme moi, certainement pas pour eux, bien sûr. Et on peut peut-être faire un pas de côté et un retour en arrière, puisque vous parliez de la crise du disque, qui a été extrêmement violente, il faut le rappeler, puisque généralement, hein, l'impact des nouvelles industries culturelles et du numérique et d'Internet, généralement, procède plutôt sur le mode de l'attaque du requin, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de sa cible avant de s'en saisir. Là, en l'occurrence, pour l'industrie musicale, l'attaque a été directe et assez sauvage, puisque pendant 10 ans, ça s'est traduit par une baisse continue. On est passé de 1,3 milliard de chiffre d'affaires de l'industrie du disque en France à un peu moins, ou autour de 500 millions aujourd'hui, avec une baisse continue pendant 10 ans. Je crois que la première année, qui n'a même pas été un redressement, mais arrivé au niveau de la mer, était en 2013 avec 1% de croissance, c'est-à-dire quasiment rien. Et ce qui effectivement s'est traduit par une redistribution, ou plutôt une concentration assez considérable de l'activité, avec des majors encore plus majors d'une certaine façon, puisque le chiffre aujourd'hui, hein, c'est trois groupes, hein, les trois principaux que sont Warner, Sony et Universal, qui est la française du groupe, si on peut parler ainsi pour des groupes internationaux, et qui représentent 3/4 de l'activité, effectivement, avec après des phénomènes de distribution en cercle. Vous aviez parlé des indépendants, qui est un milieu extrêmement varié, hein. 3 majors, plus de 300 indépendants musicaux en France, et avec une espèce de frange haute des indépendants qui travaillent beaucoup en collaboration avec ces majors dont on parle. Parfait. Voilà un bon résumé de la situation de l'industrie du disque. Mais alors moi, quand même, ce qui m'intéresse, c'est qu'on nous dit beaucoup que le spectacle vivant vit différents types de crises. Donc pourquoi est-ce que ça intéresse comme ça des nouveaux financiers? J'en sais rien. De la même façon que beaucoup de gens s'intéressent dans les nouveaux financiers qui arrivent, s'intéressent par exemple aux médias, s'intéressent au théâtre. C'est singulier aussi, l'arrivée de financiers dans le milieu du théâtre. Je pense qu'à un moment, les gens ont peut-être acheté des vignobles et puis finalement, ils se lassent du vin et ils ont envie d'acheter des théâtres. On voit arriver des nouveaux acteurs dont la logique est toujours expliquée en quelques lignes, mais il nous semble toujours un peu du court-termisme. Alors après, est-ce que derrière ça, il y a un projet industriel? J'y crois pas. Campino, à un moment, il s'intéresse à Marigny. Il s'intéresse à Marigny pour des raisons qui sont d'une subjectivité totale. D'ailleurs, Marigny. Il repasse Marigny à Marc Ladré-Lacharrière, qui le gérera sans doute mieux. La logique de développement, elle est chez Marc Ladré-Lacharrière, elle est chez Fimalac, ça c'est clair. On comprenne exactement où il va aller, c'est un autre débat, mais on voit très clairement qu'il a décomposé notre activité en différents pôles, qui travaille sur tous ces pôles, et qu'il y a une certaine cohérence qui va se dessiner. Les autres acteurs, je pense qu'il y a de l'opportunisme, il y a de l'angoisse, il y a l'idée que le spectacle vivant rapporte de l'argent et que le disque génère la notoriété de l'artiste, donc remplit les salles indirectement, donc il devrait s'y intéresser. Enfin, je pense que pour les financiers, on les voit surtout dans les théâtres. On ne les voit pas tellement en musique, il y a Marc Ladré-Lacharrière, mais on les voit dans les théâtres. Le nombre de théâtres privés aujourd'hui qui sont... Enfin, quand un théâtre privé est disponible, entre guillemets, aujourd'hui, on a tendance à constater que ce sont des financiers qui le rachètent. Ça, c'est d'ailleurs intéressant. Je n'ai pas étudié le sujet assez, mais j'ai l'impression quand même que le théâtre privé s'est construit sur un modèle dont on pouvait se moquer, mais qui était assez efficace, de directeur qui était propriétaire du fonds de commerce. Donc le rapport capitalistique au théâtre n'existait pas vraiment. C'était votre outil de travail, vous viviez dans votre théâtre, etc. La tendance actuelle, c'est quand même de dissocier les deux choses. Le fonds de commerce appartient à un financier, ou en tout cas à quelqu'un qui met de l'argent dans le fonds de commerce, mais qui n'exploite pas, ne gère pas ce théâtre. Donc on a une nouvelle fonction, en tout cas j'ai l'impression qu'elle se multiplie, qui est celle de directeur de théâtre salarié. Je pense que ça va amener des changements dans la relation aux comédiens, dans la relation aux auteurs, aux metteurs en scène, dans la relation aux lieux. Je pense que quand on a des lieux, quand on a des théâtres ou des salles de concert, c'est vraiment autant parce qu'on aime les lieux, s'y promener, les regarder vivre, que ce qui se passe sur scène. C'est les deux. Bien sûr, c'est important, mais il faut aimer les lieux. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui est en train de se jouer. Mais là, vous parlez surtout d'acteurs extérieurs financiers qui avaient accumulé une masse financière relativement importante et qui s'insèrent sur le secteur. Mais il y a aussi des cas un peu différents de redéploiement avec des acteurs de l'intérieur, type les indépendants que j'évoquais tout à l'heure, qui se positionnent sur le secteur des salles. On peut penser par exemple à Because Music, hein, qui a produit un certain nombre d'artistes, notamment Christine of the Queens récemment, et qui ont acquis La Cigale ou La Boule Noire. Ils ont récupéré, au décès du propriétaire de La Cigale et de La Boule Noire, de Burtel, qui était proche de lui, a racheté à ses héritiers ces salles. Oui, c'est très pertinent. L'Olympia qui a été racheté par Universal au début des années 2000. Voilà, mais ça c'est vieux déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exemple de Burtel est bien particulier, correspond à une aventure humaine entre des personnes, etc. qui se connaissent. Le fondateur. Sinon, c'est pas tellement une chose qu'on constate aujourd'hui. Les salles de concert parisiennes, c'est Lagardère, c'est Fimalac,
c'est Vivendi avec l'Olympia, enfin, qui correspond à une idée de Messier assez personnelle. Et puis à côté de ça, pour le moment, ça ne bouge pas trop. On va voir comment ça va évoluer. Moi, j'ai la chance de m'être intéressé aux salles tôt. Pour quelle raison? Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord que je m'ennuie vite, et puis qu'au bout de 5-6 ans de production, je me suis dit, mais l'outil dont je vais avoir besoin pour développer la carrière de mes artistes, c'est bien sûr un lieu. Voilà, ça me semblait absolument évident. Et puis ça avait un autre avantage, c'est que vous avez une histoire à raconter aux artistes que vous croisez, vous avez une histoire à raconter aux gens que vous croisez, et c'est quand même important de dire quelque chose de son projet professionnel, etc., aux gens qu'on rencontre. Et la salle participait d'un discours qui était moins narcissique que celui des producteurs de spectacles qui disent, et je le fais aussi, mes artistes, ceci, mais cela. Ça m'a amené à parler de mon métier un peu différent, parce que j'ai parlé d'une salle dans laquelle vient du public, viennent des artistes avec qui je ne travaille pas, des publics que je ne connais pas, qui ne sont pas les miens, qui sont vraiment les publics des artistes programmés par des producteurs qui louent la salle. Donc je trouve ça très sain. Alors, voilà. Vous qui venez du domaine du conte, vous êtes obligé aussi de multiplier les comptes, parce qu'en l'occurrence, vous avez des salles qui sont relativement différentes, et quand on est à la Flèche d'Or, on n'est pas tout à fait au Bouffe du Nord. C'est pas la même économie, c'est pas la même architecture, c'est pas non plus la même érotique, puisque dans les salles de rock, c'est une érotique du frôlement, du clin d'œil, alors que dans les Bouffes du Nord, on est plutôt dans le modèle traditionnel bourgeois, un peu décati et bohème, et ce qui implique aussi de jouer sur différents degrés d'artistes et de public, avec cette idée qui est bien connue du domaine du spectacle, que bien souvent, le public ressemble à son artiste et réciproquement. Bien sûr, mais les Bouffes du Nord, c'est parfait dans l'histoire que j'ai envie de raconter. D'abord parce que ça correspond un peu à ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, je ne suis pas non plus obsédé par la musique du matin jusqu'au soir. Je m'intéresse à d'autres pratiques artistiques, je m'intéresse au lieu. Et le lieu des Bouffes du Nord est un lieu merveilleux. Donc, de toute façon, déjà, quand vous avez l'occasion, l'opportunité, le cadeau que nous a fait Peter Brook, Olivier et moi, de vous confier la direction de ce lieu. Ça se fait comme ça, confier un peu dans le cas de Peter Brook, Romains. oui, dans le cas de Peter Brook, ça se fait comme ça. Mais Peter Brook est unique, vous le savez bien, pas simplement comme metteur en scène, mais l'homme est assez incroyable. Et donc voilà, déjà, ne me refusez pas. Et puis je vous assure que raconter à des chanteurs que vous dirigez les Bouffes du Nord, les emmener voir cette salle, les voir rentrer dans cette salle, vide, voir leur réaction, puis ensuite les amener à s'installer dans la salle et avoir des pièces auxquelles ils ne s'attendent pas, c'est une expérience extraordinaire. Moi j'ai emmené Kerry James au Bouffes du Nord, il était très réticent, il est entré, il a fait « waouh ». Il a fait un mois à 19h, au Théâtre des Bouffes du Nord, un spectacle d'1 heure. Vous imaginez, on avait arrivé que des gamins de banlieue qui arrivaient à l'heure, dans le spectacle, vous ouvrez à 19h les portes et ça commence à 20h. Là, on ouvrait un quart d'heure avant, mais ça démarrait à 19h et ça durait 1 heure. Et les gamins, à la fin, ils partaient. C'était formidable. Donc, en fait, tout est possible, beaucoup plus possible qu'on ne le croit. Et puis, c'est quand même un lieu tellement extraordinaire que ce n'est pas du tout un lieu bourgeois, c'est un lieu de création. Et les salles là, que vous avez aujourd'hui, particulièrement à Paris, elles sont, du coup, vous avez des propositions de financiers qui vous font des bonnes propositions pour les racheter? Non. Non? Non, pour des raisons qui m'échappent un peu. Globalement, je suis quelqu'un qu'on ne sollicite pas trop. Enfin, vous voyez, je dois avoir quelque chose dans ma réputation qui m'échappe un peu, mais qui fait que les gens me... Non, mais j'ai un discours assez indépendant quand même. Depuis longtemps, je n'ai pas attendu. J'ai toujours eu quand il a fallu que je prenne la parole, des fois c'est devant 2 personnes, enfin, pas toujours dans des circonstances comme celle-là, j'ai quand même toujours un discours assez volontariste et assez convaincu sur ce qu'est mon métier, sa singularité, ce que je voulais défendre. Je n'ai pas un discours, je ne dis pas vraiment des producteurs de spectacles, etc. Non, je crois que c'est très important d'être producteur de spectacle aujourd'hui, d'avoir des salles, d'être indépendant, de défendre quelque chose, y compris des choses très simples comme la relation à ses artistes, comme politique d'accueil des publics, etc. Il ne s'agit pas de faire des discours. Je n'ai pas de politique, en tout cas pas celle à laquelle tout le monde pense. Sur ce sujet, j'aimerais qu'on regarde un extrait d'un petit reportage de France 24 sur un groupe que vous connaissez bien et qui incarne sans doute certaines des reconfigurations du monde de la musique aujourd'hui en France. Ils ont la trentaine à peine, enfermés trop tôt dans des vies étriquées. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Refus d'entrer dans le rang, le trop-plein devient colère. Une colère qu'ils évacuent en musique, comme une thérapie. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Il y a 3 ans, un premier morceau est posté sur Internet, puis d'autres. Les réseaux sociaux s'embrasent. La griffe fauve se répand comme une traînée de poudre.
Alors qu'aucun disque n'est encore sorti, les salles de concert se remplissent sans la moindre promo. Comme on se reconnaît dans les musiques, et ben on a l'impression de pas, enfin on n'est pas tout seul à vivre les mêmes choses et tout. Oh, voilà. t'as trop dit ce que je voulais dire en fait. Ah ouais, voilà. Malgré le succès, Fauve reste tapis dans l'ombre. Pas d'interview télé, pas de photos, fuyant cette lumière qu'ils savent peut-être éphémère. Le groupe Fauve, sensation de quoi, l'année dernière ou même celle d'avant maintenant, Oui, oui. avait refusé de signer pourtant les nombreux labels qu'il courtisait, mais avait fini par faire affaire avec Asterios, votre société. Comment est-ce que vous avez fait pour les attirer et en quoi est-ce que ce groupe, voilà, dont on voyait dans le reportage qu'il refuse certains des codes et certaines des contraintes aussi hein, d'aujourd'hui de la production musicale, vous semble un peu emblématique de ce qui se passe aujourd'hui? Donc sur la première question, bah, c'est juste qu'on a fait leur premier concert. On a un projet à Asterios qui s'appelle les soirées Klaxon. Il s'agit de repérer des artistes vraiment extrêmement émergents. Donc on a dû faire peut-être le 2e ou 3e concert de La Vie de Fauve. Donc on a eu une relation dès le départ avec eux, portée par des gens de mon équipe qui étaient proches d'eux. Et donc ce qui fait qu'on les a accompagnés, on a fait leur date, etc. Et puis quand il a fallu choisir, assez naturellement, et c'est tout à leur honneur, ils ne sont pas rentrés, autant ils sont rentrés dans des débats extrêmement compliqués, avec beaucoup de fermeté avec les maisons de disques et les éditeurs, autant avec nous, il n'y a pas eu vraiment de débat. D'abord parce que je ne parle pas d'argent avec les artistes, au départ en tout cas. Non, oui, toutes ces discussions, enfin tout ça, c'est quand même... Je n'ai pas de contrat avec les artistes, avec aucun artiste. Donc nécessairement, la relation, elle se construit autrement. Après, elle n'a pas été tellement portée par moi, mais par des gens plutôt de leur génération qui travaillent dans ma structure. Je ne suis pas fou. Je associe quand même que les années passent et que je dois rester à ma place. En tout cas, le groupe a été assez exemplaire de ce point de vue-là. Il a été exemplaire vis-à-vis de nous. Il était quand même exemplaire par rapport à la pression énorme qu'il a eu des maisons de disques qui ont proposé elles, beaucoup d'argent. Et le groupe a défendu son indépendance et ils continuent à la défendre. Ils ont leur collectif, Fauve Corp, et ils portent vraiment... On a coproduit avec eux la tournée qui s'est terminée aux Zénith de Paris. On coproduit avec eux la tournée de festival. C'est pour nous tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant parce qu'on a affaire à des gens responsables. Ce qui est rare chez Fauve, en dehors de la force que ce groupe a sur scène quand même, ils ont énormément progressé. C'est un groupe sur scène très brillant, très fort, très habité, très sincère. Ce qui est impressionnant, c'est que leur réflexion sur leur modèle, ils le tiennent. Ils le tiennent et je pense que l'aventure de Fauve va continuer après, peut-être pas sous la forme qu'on connaît de concert. En tout cas, ce collectif a envie de poursuivre son travail. Et quelle est la part de l'accompagnement, en l'occurrence, pour reprendre le terme que vous utilisez tout à l'heure, avec un groupe qui est vraiment entrepreneur de lui-même et qui a une idée très précise sur la stratégie de carrière, si on peut parler de stratégie, mais au sens large du terme, en l'occurrence? D'abord, même s'ils ont une stratégie, ils en discutent avec nous. Donc on peut, en prenant peut-être plus de précautions qu'avec certains groupes, leur faire des propositions. Après, je crois qu'ils ont vraiment confiance en nous, particulièrement confiance avec 2 personnes qui travaillent chez moi, Yann Dernoncourt et Agathe Olivier, qui sont leurs interlocuteurs au quotidien. La confiance existant, vous savez, les choses se font assez simplement. Malgré tout, on ne parle pas d'argent tout le temps. On parle aussi de lieux où on va les jouer, de projets. Ils ont monté un projet assez singulier qui s'appelle Les Nuits Fauves. Ça veut dire qu'on a réhabillé tous les zéniths où on passait, ce qui ne s'était jamais fait. Ils ont tenu le choc, ça a coûté de l'argent. Ils ont perdu de l'argent sur ce projet parce qu'ils avaient une véritable ambition artistique et surtout le désir de construire une relation avec leur public un peu différente. Donc je pense qu'ils sont assez emblématiques. Une nouvelle génération qu'on s'attendait à voir arriver un peu dans le rap, qu'on voit arriver dans le rap, eux, ils sont un peu moins business que le rap. Ils ne font pas tout pour gagner le maximum d'argent. Mais ça participe de ce même désir de comprendre ce monde où l'économie est quand même extrêmement présente, de comprendre, de le contrôler un peu. Donc avec plus ou moins de sincérité, eux, je les crois très sincères. Donc ils sont assez exemplaires. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils sont quand même sur de la chanson française. C'est-à-dire qu'ils sont quand même sur une chanson à texte. Ils disent des choses qu'ils considèrent être très importantes, qui sont entendues comme étant très importantes par leur public. Et ça, c'est pas si courant. Il n'y a pas tant d'artistes aujourd'hui qui, en chanson française, tentent de raconter le monde dans lequel ils vivent, tentent de décrire la société dans laquelle ils habitent. Précisément, de ce point de vue-là, vous représentez quand même un moment qui est relativement singulier, même un double moment, puisque il y a une longue tradition de la chanson à texte réaliste en France. On peut remonter jusqu'à Bruant, Afraël, et le sommet étant sans doute
ce triumvirat entre Brel, Brassens et Ferré, qui s'est un peu tu avec l'ascension des yéyés, des industries culturelles, qui étaient à l'époque très nationalisées, où on voyait dans différents pays à peu près le même modèle. Hein. C'est-à-dire qu'on avait un Claude François qui était l'épigone de Frank Sinatra, ou un Johnny qui était l'équivalent d'Elvis. Et d'une certaine façon, les années 90 ont un peu remis en cause ce phénomène du doublon pour des raisons assez étranges qui tiennent un peu à l'avantage comparatif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des poches de marchés nationaux qui ont réémergé avec une espèce de demande comme ça, à la fois en radio, dans les salles, pour des chanteurs et des chansons à texte, les Têtes Raides, Noir Désir, jusqu'à Olivia Ruiz. Et en même temps, on peut légitimement se demander s'il existe toujours un circuit entre-temps qui existe et qui permet à ces acteurs de fonctionner. Je prendrai l'exemple du Zénith, qui a été vraiment conçu dans une vision de démocratisation, de pouvoir faire de grands spectacles, mais qui ne correspondent pas forcément à cette esthétique-là du texte, qui demande très bêtement, très physiquement, parfois d'être assis, plutôt que d'être debout pendant 2 heures entouré de 2000 personnes. Si votre question, c'est de savoir si la chanson française à texte va mal, je peux vous dire oui. Alors, il y a plusieurs raisons. On a des problèmes générationnels, etc., une génération très forte, bon, etc., qu'on a vu 95-2005. On a eu quand même beaucoup d'artistes émergés à ce moment-là, et c'est vrai qu'on nous joue dans une période un peu moins excitante, parce que les jeunes ont tendance à aller vers les musiques urbaines, à aller vers l'électro, etc. Il y a aussi des raisons objectives, et qui ne sont pas critiquables en soi, qui sont l'évolution des goûts, etc., et la capacité des artistes qui ont aujourd'hui 25-30 ans à s'adresser aux gens de cette génération. On a quand même une prise de parole aujourd'hui qui est laissée à d'autres esthétiques que celle de la chanson. Après, c'est vrai que les modèles économiques dans lesquels on est aujourd'hui ne favorisent pas tellement la chanson française à texte quand elle doit être assise, et aussi sur un autre sujet beaucoup plus grave à mon avis, qui est le fait que ce n'est pas une esthétique qui est adaptée à la plupart des festivals. Aujourd'hui, les festivals prennent une place absolument phénoménale dans notre pays. Les festivals en France aujourd'hui, c'est 2000 festivals, dont 1500 qui sont consacrés aux musiques actuelles. Et si vous faites un festival, l'objectif, c'est pas de faire 2000 personnes, ou alors vous médiatisez ça de telle façon que ça devient louche, comme certains dans le sud de la France, mais globalement, c'est toujours de faire du monde, et de faire du monde qui consomme de l'alcool, parce que votre modèle économique est lié au partenariat avec les brasseurs alcooliques, ce qui est en soi pas du tout critiquable, c'est pas ça la question, c'est que ça génère une certaine esthétique. Il faut taper dans les mains, il faut bouger, il ne faut pas trop écouter, etc. Donc c'est vrai qu'on voit des esthétiques s'imposer sur les festivals d'été, et une certaine chanson française à texte en être exclue. Pour des raisons, là encore une fois, objectives. C'est-à-dire que ce n'est pas individuellement, on ne cherche pas un coupable. On constate ce phénomène-là. Et c'est vrai que pour beaucoup de chanteurs, aujourd'hui, c'est initié. Rajoutez à ça que le territoire, enfin, s'est couvert de salles, ce qu'on appelle des scènes de musique actuelle, les SMAC. C'est un label du ministère de la Culture, même si leur financement est surtout celui des collectivités locales. Et c'est des lieux qui sont généralement aux mains de gens qui viennent du rock, etc. Donc assez peu de chansons françaises. Et ces gens sont programmateurs, pas simplement directeurs, donc influent sur la programmation de leurs lieux qui sont généralement des lieux debout. Il y a souvent une hypothèse d'assis, mais il y a souvent des lieux debout. Donc inévitablement, à un moment, une certaine chanson française est exclue de ces lieux-là. Et comme ces lieux existent, les théâtres susceptibles de programmer la chanson française considèrent que ça ne relève plus de leur responsabilité de programmer un chanteur, puisqu'il y a un lieu de musique actuelle qui devrait occuper cette place. Donc on se retrouve avec des artistes en chanson française fragiles au jour d'aujourd'hui si ils sont dans une esthétique assez classique de la chanson française. Alors vous allez me dire, bah, tant pis pour eux, et puis après tout, d'autres propositions vont arriver. Mais c'est quand même un constat qu'on peut faire. Alors après, les choses peuvent aussi bouger, peuvent évoluer, mais on est aujourd'hui au cœur de cette problématique-là. Elle est très compliquée à résoudre pour nous. Et on parlait des festivals qui sont très hétérogènes, hein, parce que certes, il y a une visibilité qui est très grande, mais on a vu que les Vieilles Charrues, par exemple, qui sont le premier festival, sont dans une situation financière assez précaire, que le financement des festivals est assuré pour moitié par des fonds publics, même dans le rock. Hein, donc c'est des situations assez... Et entre des groupes type qui font des opérations commerciales et des associations qui essaient de développer une visibilité et un territoire, sur un territoire type les Transmusicales à Rennes, par exemple, qui font un travail long cours, on n'est pas tout à fait dans les mêmes situations. Mais moi, je pensais à un autre type également de partenaires. Les festivals sont fragiles. Hein, oui. On a vu là, il y a une carte récente qui a montré le nombre de festivals qui vont être supprimés cet été. Même les très gros dont on parle, si on regarde de près leur modèle économique, ça tient à très peu de choses. Tout ça est beaucoup plus fragile. En plus, il faut être conscient quand même qu'ils tiennent beaucoup grâce aux anglo-saxons, dont les tarifs sont en train d'exploser et qui surtout considèrent maintenant le territoire français comme un peu anecdotique.
puisque maintenant, le nombre de territoires où ces artistes-là sont capables d'aller, c'est vraiment ouvert, notamment avec la chute du mur, etc. Oui, il y a des grands festivals qui se développent dans... Et donc, on va en Hongrie, etc. Et donc, aujourd'hui, on vient faire 1, 2, 3 dates en France. Donc, à un moment, les prix augmentent. Enfin, voilà. Je pense qu'on va avoir des festivals. Le modèle des festivals est fragile, alors qu'on avait l'impression que c'était justement un peu, ça a été un moment, une solution à la crise du disque et tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des idées, dites-le moi, ça m'intéresse, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les festivals sont fragiles, l'industrie du disque, elle se reconstruit quand même un peu, les producteurs de spectacles, il y a une concentration, il va y avoir des économies d'échelle. Est-ce que ça va nuire à la diversité culturelle? Est-ce que ça va nuire aux relations des publics est-ce que ça va nuire au prix? Vous savez, le prix des places des billets dans la musique actuelle est bas. Est-ce que ces choses-là vont changer, contrairement à ce que certains s'acharnent à vouloir dire? Est-ce que ces choses-là vont changer? On n'en sait rien. Moi, personnellement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on peut construire des catalogues aujourd'hui. Je crains qu'un jour, on ne puisse plus faire ce que je fais, à savoir que moi, mon souci, c'est que les robinets se ferment, parce que j'ai plus accès aux artistes d'Universal, plus accès aux artistes Warner, plus ils auront leur structure. Là, on va voir comment tout ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, celui qui peut vous raconter ce que la musique va devenir dans les dizaines d'années, il est très fort. Après, il y a des gens très forts. On peut peut-être, sans deviner complètement, essayer de modèle de Apiti, faire quelques pistes de projection. Il y a quand même des leviers activés, je pense notamment aux radios, qui ont un rôle considérable dans la formation du goût. On parlait tout à l'heure de la demande. Donc commençons par ça. Alors les radios, c'est quand même... Aujourd'hui, vous avez quoi comme radio? Vous avez France Inter, le service public, qui passe globalement de la musique de qualité, sur différentes esthétiques, mais de qualité. Puis à côté de ça, vous avez des radios très commerciales. Et puis vous avez quelques, comme ça, les anciennes radios libres, genre Nova, dont le rachat peut nous laisser craindre, enfin j'en sais rien là aussi, mais enfin on peut quand même s'étonner un peu. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des gens qui quand même soient un peu gênés par l'arrivée d'un banquier qui ne fait pas que conseiller la Grèce, parce qu'on me dit... En l'occurrence, Mathieu Pigasse. Enfin bon, en tout cas, voilà, il y a Nova. Non, aujourd'hui, vraiment, il y a un vrai problème du côté des radios, ça c'est certain. Et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur un catalogue comme le mien, on va dire globalement chanson française, il n'y a pas de radio qui passe ces gens-là. Maintenant, vous avez les radios un peu Chéri FM, Nostalgie, qui passent les vieilles stars, et puis à côté de ça, vous avez des radios très commerciales qui ne vont pas sur la chanson française. Donc il nous reste France Inter. Il y a aussi des cas d'exception comme Olivia Ruiz, ou enfin Mais vous vous rendez pas compte, comme Olivia Ruiz, ça passe plus en radio du tout. J'écoute assez peu la radio. C'était il y a 7-8 ans, quand elle a fait un tube assez adapté à la radio, je traîne des pieds, elle a fait 2-3 tubes. Aujourd'hui, quand Thomas Fersen sort un album, et vous imaginez même pas, ou Son Severino, ou Vincent Delerme, vous croyez que ces gens-là, ou Jeanne Chéral, mes artistes, enfin je suis des artistes à moi, parce que comme ça au moins, je peux... Vous croyez que Dominica, pour citer un autre artiste formidable qui n'est pas chez Asterios, malheureusement pour lui, vous croyez que Dominica va beaucoup passer en radio alors qu'il sort un nouvel album qui est comme tous les autres passionnant? Non, non. Alors, là, vous avez tapé sur les radios commerciales. Moi, je reprends une radio, je tiens à le dire quand même. Et voilà, je viens de prendre la présidence de Radio Néo, qui fut une radio qui est sur la bande FM 95.2, qui fut une radio sur la musique émergente, qui rentrait dans une histoire très compliquée, le problème des radios associatives. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, un producteur de spectacle peut se responsabiliser sur un tel projet. Donc, j'ai la chance d'avoir des bureaux magnifiques et très grands. Donc, je suis en plein travaux pour installer Néo, et on va avoir une nouvelle grille à partir de septembre. Et c'est très clairement un projet... pour former le goût, en gros. Votre idée, c'est de former le goût à travers la radio. Je suis sûr qu'il y a peut-être que 2 ou 3% des gens, mais il y a bien, et c'est énormément de monde, 2 ou 3%, il y a bien 2 ou 3% des gens qui peuvent s'intéresser aux artistes avec qui je travaille. Voilà, qui peuvent s'intéresser à la musique que je défends. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de radio qui passe ces gens. Et quelle relation précisément vous avez avec les radios publiques, puisque derrière le service public, il y a aussi FIP, le Move, dont on a beaucoup parlé. J'ai de bonnes relations avec France Inter. Voilà. Et j'ai eu un rendez-vous intéressant avec Europe 1. Voilà, en gros, ça se limite un peu à ça. Après, ponctuellement, on va avoir un artiste qui va être soutenu par telle ou telle radio. Aujourd'hui, pour un producteur comme moi, construire une relation avec un média radiophonique, ça ne peut être qu'Inter. Voilà. Après, au coup par coup, vous allez avoir un titre qui va intéresser une radio. Quand vous faites du rap, bien sûr, Sky, c'est fondamental, Sky. J'avais oublié Skyrock, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez avoir mais vous ne construisez pas une relation, vous ne racontez aucune histoire avec cette radio. Il s'avère que vous avez la chance d'avoir un single qui, à un moment, va intéresser quelqu'un. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est quand même de pouvoir s'inscrire dans la durée, de construire des relations, un peu de fidélité, pouvoir rencontrer quelqu'un, lui faire écouter, qu'il écoute attentivement. Tout ça, ça n'existe pas, vraiment pour des structures comme moi. Pour parler d'une autre radio, c'était France Culture, juste parce que je vous ai écouté dans une émission d'Hélène Azera, grande spécialiste de la chanson, notamment française. Elle vous décrivait comme l'empereur des coulisses et des tiroirs-caisses. Alors là, ça vous va comme titre? Empereur, je ne sais pas du tout d'où vient cette idée.
Des coulisses, je suis, pour ainsi dire, jamais dans les coulisses. Si je devais caractériser mon emplacement, je suis au fond de la salle debout. Voilà, je ne fais pas partie de la place du roi. Voilà, si vous voulez, je pense que surtout ça me permet de voir le concert, mais de voir les publics. Je trouve toujours très intéressant de regarder les publics qu'il y a dans une salle, et j'aime vraiment le public, entre guillemets, mettez tous les guillemets de la terre, mais je trouve que quand on a un beau concert, c'est qu'aussi on a un beau public, quand même. Et je le dis sans flagornerie pour un public que je ne connais pas, puisqu'il n'est pas autour de la table. Donc ça c'est vrai. Je suis rarement en coulisses. Je ne comprends pas trop la position des managers, des producteurs qui sont en coulisses et qui voient les concerts de côté, etc. C'est quoi cette histoire? On doit être dans la salle, on doit regarder le concert, on doit être au milieu du public. Ça, c'est ma position. Donc, et le tiroir caisse, s'il y a un sous-entendu qui consisterait à s'imaginer que l'argent est un moteur chez moi, j'ai beaucoup de défauts, mais alors l'argent n'est pas un moteur chez moi. Voilà. Sinon, je n'investirais pas tout ce que je peux gagner dans des projets qui furent foireux par moments, parce qu'il y a beaucoup d'échecs qui parsèment aussi cette histoire qu'on résume aujourd'hui. Et dans cet entretien, donc, où vous ne vous reconnaissiez pas dans la manière dont Hélène Azera vous décrivait, vous disiez aussi, vous critiquiez la mégalomanie du milieu. Comment est-ce qu'on fait pour être dans le milieu de la musique? Et effectivement, alors moi c'est d'un œil complètement extérieur, on a cette impression de mégalomanie, de vraiment petit entre-soi. Enfin, c'est la définition même tautologique d'un milieu, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire? La phrase devait y avoir quelque chose avant, quelque chose après. Parce que, oui, ça s'appelle une citation. Voilà, parce que mégalomanie, à peu près je vois quand même ce que je veux dire. C'est vrai qu'on est dans un milieu qui favorise la mégalomanie. Ça veut pas dire que tout le monde l'est, mais ça favorise ça. C'est assez valorisant de travailler dans le milieu de la musique, c'est valorisant de connaître des artistes connus. Et c'est aussi une ressource motivationnelle dans des situations de projets qui sont relativement aléatoires, incertaines, où il faut savoir croire en soi et donner confiance aux autres. La phrase était vraiment compliquée, donc j'ai à peu près compris ce que vous voulez dire, vous devez avoir raison. Voilà. Non mais en tout cas, c'est vrai que c'est un métier qui est plein de pièges, voilà, parce que c'est valorisant, parce que... Moi, c'est pas mon problème du tout, quoi, cette histoire-là. Donc, enfin, je suis sans doute mégalo à ma façon, mais pas sur cet espace-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, on voit bien les pièges dans lesquels les jeunes artistes tombent, on voit bien les pièges dans lesquels les stagiaires peuvent tomber, les petits salariés, les petits DA, etc., ou grands DA d'ailleurs au demeurant, parce que la taille n'a rien à voir avec cette histoire, ni la taille du label. Mais c'est vrai que c'est un métier piégeux et qu'on a intérêt à être assez solide pour ne pas se tromper sur une place qui est quand même globalement assez anecdotique. Merci beaucoup, Olivier Pauwels. Vous allez encore racheter une autre salle ou pas? Vous avez des projets? Je ne rachète pas des salles. Quand il y a une opportunité qui correspond à un projet qui me semble intéressant, je regarde si c'est pertinent. Ça doit forcément être homogène, la programmation d'une salle, ou ça peut quand même se permettre de varier? Il y a des lieux sur lesquels on n'a pas trop le choix. Le Bataclan, c'est très varié. Il y a des lieux où je pense qu'il faut que ce soit cohérent. Bien évidemment, les Bouffes du Nord, mais bien évidemment aussi, pour moi, la Maroquinerie ou les Trois Baudets. Ça, il faut qu'il y ait une cohérence, parce qu'il faut donner envie aux artistes de venir, au public de venir. Et ça, c'est une histoire qui se raconte sur le long terme. Les Trois Baudets qui sont destinés à la nouvelle scène, aux jeunes entrants, et qui ont des tarifs, me semble-t-il, tout à fait attractifs. On a mis un tarif formidable en place pour que les gens viennent sans hésiter. Il s'agit de découvrir. C'est un pass qui coûte 30 € qui vous permet de venir 132 fois dans l'année, puisqu'on a 132 soirées labellisées Trois Baudets. Avec ce pass, vous rentrez gratuitement. Auquel on pourra vous voir au fond de la salle. Et mais ça, c'est mis en place avec le soutien de la mairie de Paris, non? Et c'est mis en place avec le soutien de la mairie de Paris. Ça pourrait fonctionner sans les municipalités? Absolument pas. Non. Non, absolument pas. Comme d'ailleurs aucun lieu culturel, à mon avis. Enfin, la maroquinerie soutient sans l'aide de la municipalité. Mais un projet comme celui des Trois Baudets, où tous les artistes qui viennent sont embauchés par nous, sont sous contrat de travail, etc., cabaret mythique de Canetti, a absolument besoin de la mairie de Paris. Et la mairie de Paris a été assez exemplaire cette fois-là, parce qu'en fait, ils ont accepté qu'on remette en cause leur cahier des charges initial, puisque c'était des élections de service public. On a respecté ce qui était écrit. On a quand même fait un projet assez léger, parce qu'on voulait le réussir, et ils ont été d'accord pour nous soutenir, donc ça, c'est pas trop mal pour une fois. Merci beaucoup d'être venu. Merci Olivier. On se retrouve, nous, dans un mois pour un nouveau Contre-champ. Merci beaucoup.